qui étaient les bonnes. Alors on va essayer ensemble, donc on a mieux compris ce qu'étaient les petits partis, de répondre à quelques questions, parce que dans les médias, c'est vrai qu'ils sont beaucoup décriés, que les petits partis, on peut dire, c'est des racistes, leur motivation, c'est des motivations d'extrême droite. Donc d'abord, on va se dire pourquoi descendent-ils dans la rue? Pourquoi ces gens se sont mobilisés et descendent? Tout simplement pour défendre la liberté. D'abord, les petits partis, c'est le mouvement américain, mais ça se place dans un contexte plus global de mouvement mondial et transcourant. On a le printemps arabe, je ne reviendrai pas, parce que le docteur Noël Armouzi et le docteur Emmanuel Martin en ont parlé brillamment il y a 2 jours, un mouvement d'indignation et de révolte dans le monde arabe. On a les indignés en Europe et les petits partis en Amérique du Nord. On vit une époque de changement. Clairement, les choses sont en train de bouger et les lignes d'évoluer. Donc, j'ai choisi pour essayer de caractériser ce changement, de comparer le mouvement des indignés qu'on a en Europe et le mouvement des petits partis. Sur le même besoin de changement et de révolte, c'est 2 conceptions totalement différentes qui se présentent. 2 visions de la liberté. Les indignés ont une vision de liberté par absence totale des responsabilités. Ils veulent déléguer toutes leurs responsabilités à l'État et pensent qu'ils seront libres. Les petits partis, c'est la liberté par reprise du plein exercice de tous ces responsabilités. On serait libre parce que responsable. 2 solutions aussi à la crise actuelle. Les indignés veulent une aide de l'État, un nouveau droit de créance. On a même entendu parler d'un droit à l'avenir, d'un droit au futur en Espagne. Le message des petits partis, c'est laisser faire, laisser passer. Si vous voulez qu'on se redresse, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous être résilients sans interventionnisme étatique. C'est aussi 2 visions de l'État. Les indignés appellent un État-providence. Encore plus d'État-providence, un État-providence plus gros. Les petits partis disent que notre État est fondé sur les valeurs d'un État minimal. La solution est un État minimal et on appelle à l'État minimal. Et c'est aussi 2 visions de la société civile. Le professeur Jacques Herlou nous rappelait, c'est l'enjeu majeur des petits partis et un enjeu actuel. Et la vision des indignés est une société civile qui réclame, qui râle, qui se plaint. La vision des petits partis, c'est une société civile qui agit, qui construit, qui fait ce que l'État ne fait pas et qui souvent le fait mieux. Finalement, les indignés trouvent face à eux les engagés. Et en France, personne n'a pu manquer le succès de, je ne sais pas s'il faut dire, du livre, de l'opuscule, on pourrait dire de la rédaction de niveau 3e, de Stéphane Hessel, qui s'appelle « Indignez-vous ». Voilà, s'indigner, c'est l'appel à demander de nouveaux droits de créance, un État-providence plus gros, et à réclamer, à râler. Finalement, notre réponse, on peut faire un premier petit parallèle avec Liberté Chérie, c'est engagez-vous. Ce que l'État ne fait plus, ce sera à nous de le faire. C'est le moment d'être résilient. Alors, on se dit aussi, ce sont des racistes, des fous, alors ils veulent un État minimal, mais c'est pas pour améliorer quoi que ce soit, c'est parce que ce sont des gens qui sont des extrémistes, on a entendu beaucoup de choses. Finalement, qui sont-ils? C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse précise. Les petits partis, c'est une coalition. Elle est basée sur le principe que tous ces gens veulent la liberté, et bien sûr pour en faire quelque chose de différent. On peut dire qu'il y a un objectif commun, renverser le gouvernement Obama, arrêter avec le keynésianisme, le collectivisme, et il n'y a pas de solution commune. C'est la société des lois qui impose, qui est en place aujourd'hui, qui doit faire face à la société de la constitution plutôt que de la loi, de l'incitation. Se dit, finalement, laissez-nous être responsables et faire ce qu'on veut, même si ce sera différent. Personne ne doit suivre la même loi que ça. Là où le gouvernement Obama semble leur dire, si vous voulez être des gentils, faites tous ce que je vous dis. Et pour illustrer l'aspect transcourant des petits partis, j'ai trouvé mieux ce symbole américain avec cette devise John Morley, qui est aussi un symbole donc, de leur guerre d'indépendance, qui représente le serpent qu'on peut retrouver sur le drapeau donc, très ennemi des libertariens, mais qui est en fait un drapeau, avant d'être le drapeau des libertariens, de la guerre d'indépendance américaine, et qui représente la flotte américaine qui s'est combattue aux côtés de l'amiral de Grasse en mer et de Lafayette sur terre pour libérer les États-Unis, et qui est un symbole qui a été repris par les fusionnistes. Ils disent qu'il y a plusieurs courants, mais il y a peut-être un objectif commun, travaillons ensemble. Et les petits partis, c'est des anarcho-capitalistes, des minarchistes, des libéraux classiques, puis des fiscali conservatifs,
des social conservatives, des constitutionnelles conservatives et des néoconservatives. Alors, derrière tous ces noms d'oiseaux, on va préciser il y a des libéraux qui ne veulent plus d'État du tout, des anarcho-capitalistes, et des minarchistes qui veulent un État minimal. Ces gens-là se rangent plutôt derrière Ron Paul. On retrouverait dans le courant de Ron Paul et de la Campaign for Liberty, avec laquelle j'ai participé moi-même au Tea Party, des libéraux classiques et des fiscalistes conservatifs qui s'inscrivent dans la tradition d'Arthur Laffer. Les constitutionnels conservatifs sont vraiment, eux, représentatifs de cette volonté de revenir aux desiderata des pères fondateurs et aux règles fondamentales des États-Unis. Les social conservatifs se placent derrière Sarah Palin et Michelle McMahon. Et les néoconservateurs, bien connus, sont plutôt concentrés sur des questions de relations internationales et sont représentés par la clique de l'Hudson Institute, dont, s'il faut trouver un meneur, je me choisirai le nom. Novak, merci beaucoup. Merci, professeur. Donc les thèmes sont la fiscalité et les libertés individuelles. Comment le moti, finalement, premier symbole de la taxation trop forte, a été récupéré? Parce que les trois lettres TI sont aujourd'hui le symbole de taxed et nous already. Déjà assez taxé. Et aujourd'hui, le thème de la fiscalité est quand même un point majeur et central, puisque si on coupe les vivres pour Léviathan à l'État-providence, il sera obligé de réduire sa taille. Donc, on a exagéré aussi, on a effrayé les gens sur leur pouvoir. Quel est le vrai pouvoir des Tea Party? C'est un pouvoir de société civile, c'est un pouvoir nouveau. Ce n'est pas un pouvoir de créer des lois, d'imposer aux autres, d'édicter un règlement, c'est l'influence. C'est d'abord un poids médiatique. Expliquer que ces idées existent, que l'État-providence n'est pas la seule solution et qu'on peut être légitime à le penser. C'est un poids électoral ensuite. On l'a vu sur les législatives de 2010, donc les midterm elections, que le Tea Party a eu un poids considérable, pas en devenant un parti politique, comme ça a été assez mal expliqué en France, mais en soutenant le programme de certains candidats. C'est-à-dire que ce n'est pas les individus qui ont été soutenus, c'est leur programme. Certains ont été élus avec des scores pléthoriques comme Michelle McMahon. Et puis c'est surtout une stratégie de communication d'influence. C'est une nouvelle étape. On n'est plus dans le lobbying 1.0 où on allait voir directement le décideur pour lui prêcher la bonne parole, c'est du lobbying 2.0. On s'adresse directement à la population pour qu'elle comprenne la bonne parole et qu'elle fasse pression sur le décideur. On va dire un lobbying indirect. Les Tea Party, finalement, le moyen de pression de la société civile, c'est un système d'influence où on touche le décideur indirectement en mobilisant derrière soi des milliers de personnes. C'est finalement